Chapitre 7. L'épisode du tonneau. La police avait amené une voiture. Je la pris pour amener mademoiselle Morstan chez elle. Selon la manière angélique des femmes, elle avait tout supporté, aussi longtemps qu'il lui avait fallu réconforter quelqu'un de plus faible qu'elle. Je l'avais trouvée placide et souriante aux côtés de la femme de charge qui n'était pas revenue de ses frayeurs. Mais dans la voiture, elle défaillit et fondit en larmes, tant les aventures de cette nuit l'avaient ébranlée. Elle m'a dit depuis qu'elle m'avait trouvé froid et distant pendant ce voyage. Quel combat pourtant se livrait dans mon cœur, et quels efforts dus-je faire pour me contenir. Mon amour et mon amitié s'élançaient vers elle, tout comme dans le jardin, ma main avait cherché la sienne. Des années d'une vie conventionnelle ne m'auraient pas mieux révélé sa nature douce et courageuse que ces quelques heures étranges. Cependant, les mots affectueux ne passaient pas ma bouche. Deux pensées la scellaient. D'abord, elle était faible, sans défense, avec l'esprit désemparé. Serait-il correct d'imposer à un tel moment mon amour ? Par ailleurs, elle était riche. Si les recherches de Holmes aboutissaient, elle deviendrait une héritière enviée. Était-il juste, était-il honorable qu'un chirurgien en demi-solde tirât un tel avantage d'une intimité dont le hasard était seul responsable ? Ne pourrait-elle me prendre alors que pour un vulgaire aventurier ? Qu'une telle idée pût lui traverser l'esprit m'était intolérable. Entre nous se dressait le trésor d'Agra, obstacle insurmontable. Il était près de 2 heures quand nous arrivâmes chez madame Forester. Les domestiques avaient depuis longtemps quitté leur service, mais le message reçu par mademoiselle Morstan avait tant intrigué madame Forester qu'elle avait veillé. Elle nous ouvrit la porte elle-même. C'était une femme gracieuse d'un certain âge. Elle accueillit la jeune fille d'une voix maternelle et passa tendrement son bras autour de sa taille. Je pris plaisir à constater qu'elle n'était pas une simple gouvernante salariée, mais une amie, estimée. Je fus présentée, et aussitôt madame Forester me pria d'entrer et de lui raconter nos aventures. Mais je lui expliquai l'importance de ma mission et promis avec sincérité de venir les instruire des progrès que nous pourrions faire. Tandis que la voiture s'éloignait, je me retournai vers elle. Il me semble encore voir leur petit groupe sous le porche, les 2 gracieuses silhouettes enlacées, la porte entr'ouverte, la lumière de l'entrée brillant à travers la vitre de couleur, le baromètre et la rampe d'escalier luisante. Cette image, même fugitive, d'un tranquille intérieur anglais, était un entracte reposant dans cette sombre affaire. Plus j'y réfléchissais d'ailleurs, plus elle me paraissait compliquée. Je repassais en revue les événements dans leur ordre chronologique. Pour ce qui était du problème original, il était maintenant clair. La mort du capitaine Morstan, l'envoi des perles, l'annonce dans le journal, la lettre, autant de détails débrouillés. Mais nous n'en avions pas moins été conduits vers un mystère encore plus profond et beaucoup plus tragique. Ce trésor des Indes, la curieuse carte trouvée dans les bagages du capitaine, l'apparition au moment de la mort du major Sholto, la redécouverte du trésor, et celle-ci immédiatement suivie du meurtre de son auteur, les circonstances fort singulières entourant le crime, les marques de pas, l'arme inusitée, les mots sur la feuille de papier qui correspondaient avec la carte du capitaine, il y avait de quoi donner sa langue au chat pour tout homme moins doué que Sherlock Holmes. Pinchin Lane était un alignement de douteuses maisons de briques à 2 étages, dans le bas quartier de Lambeth. Il me fallut frapper assez longtemps au numéro 3 pour obtenir un résultat. La lueur d'une bougie filtra enfin derrière le volet et un visage regarda par la fenêtre supérieure. « Allons, du vent, Poivreau !» gronda une voix. « Si tu n'arrêtes pas ton tapage, je lâche mes 43 chiens à tes trousses. » C'est exactement ce que je suis venu chercher. Si vous vouliez en laisser sortir un,
Va te faire voir ailleurs, répondit la voix. J'ai là un bon morceau de fonte. Du diable, si je ne te l'envoie pas sur la tête. Mais il me faut un chien, criai-je. Pas de discussion, hurla M. Sherman. Du balai maintenant. Je compte jusqu'à 3 et je balance ma fonte. Monsieur Sherlock Holmes, commençai-je. Le nom eut un effet magique. La fenêtre se referma instantanément. La porte fut déverrouillée et ouverte dans la minute qui suivit. M. Sherman était un long vieillard efflanqué, aux épaules tombantes, au cou noueux. Il portait des lunettes teintées de bleu. « Les amis de M. Sherlock Holmes sont toujours les bienvenus, prononça-t-il. Entrez donc, monsieur. Ne vous approchez pas du blaireau, il mord. Ah, méchante, méchante, tu voudrais attraper le monsieur, hein? Cette dernière phrase s'adressait à une hermine passant sa tête avide et ses yeux rouges à travers les barreaux de sa cage. Ne vous occupez pas de celui-là, continua-t-il. C'est seulement un lézard, il n'a pas de croc. Je le laisse en liberté car il chasse des scarabées. Il ne faut pas m'en vouloir, si je ne vous ai pas trop bien reçu tout à l'heure. Je suis un peu la tête de turc des gamins, et ils viennent souvent m'embêter. Que désire M. Sherlock Holmes? Un de vos chiens. Toby, je parie. Oui, c'est bien Toby. Il habite au numéro 7, ici, à gauche. Et levant sa bougie, il avança lentement parmi la curieuse faune animale qu'il avait rassemblée autour de lui. À la lueur incertaine et dansante de la flamme, je vis, sortant de chaque fente ou recoin, des yeux vifs qui nous regardaient. Même les poutres au-dessus de nos têtes étaient parées de volailles d'allure solennelle, qui, dérangées dans leur sommeil, changeaient paresseusement de position d'une patte sur l'autre. Toby était vraiment laid. Il avait les oreilles pendantes, le poil long, et il marchait avec un dandinement très disgracieux. Moitié épagnol, moitié berger, il avait le poil blanc et roux. Il accepta, avec quelque hésitation, le morceau de sucre que le vieux naturaliste m'avait remis. Puis, ayant ainsi conclu un pacte, il me suivit jusqu'à la voiture et ne fit pas de difficulté pour m'accompagner. L'horloge du palais sonnait 3 heures lorsque je me retrouvai à nouveau à Pondicherry Lodge. J'appris que l'ancien champion de boxe McMurdo avait été arrêté pour complicité et que M. Sholto et lui avaient été conduits au commissariat. 2 agents gardaient l'étroite entrée, mais ils me laissèrent passer avec le chien lorsque je mentionnai le nom du détective. Holmes se tenait devant le porche, fumant sa pipe, les mains dans les poches. « Ah, vous l'avez amené, dit-il. En voilà un bon chien. » Athelney Jones est parti. Il y a eu un formidable déploiement d'activité depuis votre départ. Il a mis en arrestation non seulement notre ami Thaddeus, mais le portier, la femme de charge et le serviteur hindou. Nous avons le champ libre, à part l'agent là-haut. Laissez le chien ici et remontons. J'attachai Toby à la table dans l'entrée et le suivis. La pièce était telle que nous l'avions laissée, sauf qu'un drap avait été jeté sur la victime. Un brigadier de police, à l'air fatigué, s'était adossé dans un coin. « Prêtez-moi votre lanterne, brigadier, » dit mon compagnon. « Maintenant, attachez-la avec ce bout de ficelle autour de mon cou, afin qu'elle pende devant moi. »« Merci. Il me reste à enlever chaussures et chaussettes. Vous les porterez en bas. Watson, je m'en vais faire un peu d'escalade. Trempez donc mon mouchoir dans la créosote. C'est parfait. Maintenant, montez un instant avec moi dans le grenier. » Nous nous hissâmes à travers l'ouverture. Holmes approcha à nouveau la lumière des empreintes de pas dans la poussière. « Je voudrais que vous examiniez attentivement ces marques, dit-il. Voyez-vous quelque chose qui vaut la peine d'être remarqué? Elles appartiennent à un enfant ou à une petite femme, dis-je. Mais en dehors de leur taille, n'y a-t-il rien d'autre? Elles ressemblent à n'importe quelle autre empreinte de pas? Absolument pas. Regardez ici. Voici l'empreinte d'un pied droit. À présent, j'imprime mon pied dans la poussière à côté. Quelle est la différence essentielle?
Vos doigts sont tous resserrés. L'autre empreinte montre chacun des doigts de pied distinctement séparés des autres. Exactement. Voilà l'important. Souvenez-vous-en. Maintenant, ayez l'amabilité d'aller près de cette fenêtre et d'en sentir le bord. Je reste ici, car ce mouchoir dans ma main pourrait brouiller la piste. Je fis ce qu'il me demandait, et je perçus immédiatement une forte odeur de goudron. C'est donc là où il a mis son pied en sortant. Si vous pouvez sentir sa trace, je pense que Toby n'aura pas de difficulté. Descendez maintenant, lâchez le chien et venez voir l'acrobate. Le temps d'arriver dans le jardin, Sherlock Holmes était parvenu sur le toit et je pouvais le suivre comme un énorme ver luisant rampant très lentement le long de la crête. Je le perdus de vue derrière un groupe de cheminées, mais il réapparut bientôt pour s'évanouir à nouveau de l'autre côté. Je fis le tour de la maison et le retrouvai assis, tout au bord, à l'angle du toit. « Est-ce vous, Watson » cria-t-il. « Oui. » « Voilà l'endroit. Quelle est cette masse noire juste en bas ?»« Un tonneau d'eau. »« Avec un couvercle dessus ?»« Oui. »« Pas de trace d'une échelle ?»« Non. » Quel diable d'homme! C'est un chemin à se rompre 20 fois le cou. Mais je dois pouvoir descendre par où il est monté. La gouttière semble solide, en tout cas. Allons-y. Il y eut un frottement de pieds, et la lanterne commença de descendre régulièrement sur le côté du mur. Puis, d'un saut léger, il parvint sur la barrique et de là atterrit. « C'était une piste facile, dit-il, en remettant ses bas et ses chaussures. Les tuiles étaient déplacées tout au long de sa course. Dans sa hâte, il a laissé tomber ceci, qui confirme mon diagnostic, comme vous dites, vous autres médecins. L'objet qu'il me présentait avait l'aspect d'un petit portefeuille ou cartouchière, fait d'une sorte de jonc coloré, tressé et décoré de quelques pierres de couleur. Par la taille et la forme, il rappelait un étui à cigarette. À l'intérieur, il y avait une demi-douzaine d'épines de bois sombres dont l'une des extrémités était pointue, l'autre arrondie. Elles étaient identiques à celles qui avaient frappé Bartholomew Sholto. « Ce sont des armes infernales !» dit-il. « Faites attention de ne pas vous piquer. Je suis très content de les avoir en ma possession, car c'est probablement toute sa réserve. Il y a moins à craindre que l'un de nous en reçoive une prochainement dans la peau. Pour ma part, je préférerais encore recevoir une balle explosive. Êtes-vous d'attaque pour une randonnée de 10 km, Watson ? » ?»« Certainement, répondis-je. Votre jambe ira-t-elle jusqu'au bout ? » ?»« Oh oui !»« Ah, vous voilà mon chien ? Brave vieux Toby, flaire Toby, renifle-le !» Il mit sous le nez du chien le mouchoir imbibé de créosote. Toby se tint immobile, les pattes écartées, la tête inclinée sur le côté d'une façon tout à fait comique, comme un connaisseur reniflant le bouquet d'un cru fameux. Puis Holmes jeta le mouchoir au loin, attacha une corde solide au collier de la bête et la mena à côté du tonneau. Le chien poussa immédiatement une série de glapissements aigus et, le nez au sol, la queue en l'air, prit la piste à une allure si endiablée que même freiné par sa laisse, il nous obligea de marcher aussi vite que possible. À l'est, le ciel s'étant éclairci peu à peu et la lumière froide et grise de l'aube nous permettait de voir à quelque distance. L'énorme maison carrée se dressait derrière nous, avec ses hautes fenêtres vides et ses grandes façades nues. Notre route conduisit tout droit à travers un terrain bouleversé de tranchées et de trous qu'il nous fallut franchir. Avec ses monticules de terres éparpillés et ses arbustes malingres, toute cette propriété avait un aspect de mauvais augure qui s'accordait bien avec la tragédie qui s'était abattue sur elle. Atteignant le mur d'enceinte, Toby se mit à le longer, gémissant impatiemment dans l'ombre. Il s'arrêta finalement dans un angle que masquait un jeune hêtre. À l'intersection des murs, plusieurs briques avaient été descellées. Les marches ainsi faites avaient dû être fréquemment utilisées, à en juger par leur aspect usé et poli. Holmes grimpa sur le faîte, puis,
Prenant le chien que je lui tendais, il le laissa retomber de l'autre côté. « Voilà la main de l'homme à la jambe de bois, » remarqua-t-il, tandis que je le rejoignais au faîte du mur. « Voyez-vous les légères traces de sang sur ce plâtre blanc? Quelle chance qu'il n'y ait pas eu de forte averse depuis hier. L'odeur restera sur la route, en dépit de leurs 28 heures d'avance. » J'avoue que, personnellement, j'avais des doutes. Sur cette route de Londres, la circulation avait dû être intense dans l'intervalle. Cependant, mon scepticisme fut vite balayé. Sans jamais hésiter ni faire d'écart, Toby trottait à sa manière dégingandée. L'odeur entêtante de la créosote devait dominer toutes les autres. « N'allez pas imaginer, dit Holmes, que mon succès dépend du pur hasard qui a voulu que l'un de ces individus posât le pied dans la créosote. J'en sais assez maintenant pour retrouver leurs traces de plusieurs façons. Celle-ci est la plus facile, et j'aurais tort de la négliger puisque la chance l'a mise entre nos mains. Toutefois, elle prive l'affaire d'un savant petit problème intellectuel qu'elle promettait tout à l'heure de me poser. J'avoue que, sans cette indication vraiment trop évidente, il y aurait eu du mérite à percer l'énigme. Mais là où il y a du mérite, et à revendre, c'est dans la manière dont vous conduisez cette affaire, dis-je. Je vous assure que je suis encore plus émerveillée que lors du meurtre de Jefferson Hope. Cette affaire me semble encore plus profonde et inexplicable. Comment, par exemple, avez-vous pu décrire avec une telle assurance l'homme à la jambe de bois? C'est la simplicité même, mon cher ami. Je ne cherche pas à faire du théâtre, moi. Tout est patent, tout est dans les faits. 2 officiers qui commandent un pénitencier apprennent un secret important à propos d'un trésor caché. Une carte est tracée à leur intention par un Anglais du nom de Jonathan Small. Souvenez-vous que nous avons vu ce nom sur le plan qui se trouvait dans les affaires du capitaine Morstan. Jonathan Small l'a signé en son nom et au nom de ses associés. Le signe des 4. Telle était la désignation quelque peu dramatique qu'il avait choisie. À l'aide de ce plan, les officiers, ou peut-être l'un d'eux seulement, s'emparent du trésor et le ramènent en Angleterre. Mais sans remplir, supposons-le, certaines obligations, en échange desquelles le plan leur avait été remis. Et maintenant, pourquoi Jonathan Small ne s'est-il pas emparé lui-même du trésor? La réponse est évidente. Le plan est daté d'une époque où Morstan se trouvait en contact avec des forçats. Jonathan Small n'a pas pris le trésor parce que ni lui, ni ses associés, tous forçats, ne pouvaient se rendre à la cachette pour le récupérer. Mais c'est une simple hypothèse. C'est la seule qui, jusqu'ici, cadre avec les faits. C'est donc plus qu'une hypothèse. Voyons si elle continue de cadrer avec la suite. Pendant des années, le major Sholto vit dans la paix et le bonheur que lui apporte la possession du trésor. Puis il reçoit une lettre des Indes qui lui cause une grande frayeur. Que pouvait-elle convenir? Elle disait que les hommes qui l'avaient trahi avaient été relâchés ou qu'ils s'étaient évadés. Et cette éventualité est la plus probable, car il connaissait la durée de leur peine et si celle-ci était arrivée à terme, il n'en aurait pas été surpris. Que fait-il au contraire? Il cherche à se protéger. Il craint par-dessus tout un homme à la jambe de bois. Un homme blanc, notez-le, puisqu'il va jusqu'à tirer par erreur sur un commis voyageur anglais. Bien. Sur le plan, il n'y a qu'un nom. Les autres sont hindous ou mahométans. C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec confiance que l'homme à la jambe de bois et Jonathan Small sont la même personne. Le raisonnement vous paraît-il avoir quelques défauts? Non. Il est clair et précis. Bon. Maintenant, mettons-nous à la place de Jonathan Small. Voyons les choses de son point de vue. Il vient en Angleterre avec 2 buts. Reprendre ce qu'il considère comme son bien et se venger de l'homme qui l'a trahi. Il découvre où s'est établi Sholto et il est fort possible qu'il ait lié connaissance avec quelqu'un dans la maison. Il y a par exemple ce Lal Rao, le maître d'hôtel. Madame Berstone m'en a fait une description qui n'est guère élogieuse. Cependant, Small ne peut découvrir où le trésor est caché,
car personne ne le sait. Personne, sauf le major et un fidèle serviteur mort depuis. Small apprend soudain que Sholto est sur son lit de mort. Pris de panique à l'idée que le secret du trésor pourrait être enseveli avec lui, il échappe à la surveillance des serviteurs et parvient jusqu'à la fenêtre derrière laquelle le major agonise. Seule la présence des 2 fils l'empêche d'entrer. Sa haine contre le mort le rend fou. Il pénètre dans la chambre pendant la nuit et il fouille les papiers secrets dans l'espoir de découvrir quelques documents ayant trait au trésor. Finalement, il laisse un souvenir de sa visite, au moyen des mots inscrits sur la carte. Il avait sans doute prévu que, s'il lui advenait de tuer le major, il laisserait ce genre de marque, pour indiquer qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre banal, mais d'un acte de justice, du moins du point de vue des 4 associés. Des idées aussi étranges et baroques sont assez communes dans les annales du crime. Elles offrent généralement d'utiles indications quant à la personnalité du criminel. Me suivez-vous bien ? Très bien. Maintenant, que pouvait faire Jonathan Small ? Rien d'autre que d'observer discrètement les efforts entrepris pour trouver le trésor. Peut-être quitta-t-il l'Angleterre pour n'y revenir que de temps en temps, mais survient la découverte du grenier. Il en est immédiatement informé. À nouveau, nous constatons la présence d'un allié dans la place. Jonathan est incapable, avec sa jambe de bois, d'atteindre la chambre si haut perchée de Bartholoméo. Alors il emmène un complice assez mystérieux qui escalade bien, mais trempe son pied nu dans la créosote. D'où Toby, et pour un officier en demi-solde avec un tendon d'Achille endommagé, une claudication sur 10 km. Mais c'est le complice, et non Jonathan qui a commis le crime. C'est exact. Et Jonathan en fut plutôt furieux, si j'en juge par la façon dont il arpenta la pièce quand il y fut parvenu. Il n'y avait ni haine ni rancune contre Bartholoméo Sholto. Il aurait préféré simplement le bâillonner et le ligoter. Il ne tenait pas du tout, cet homme, à se mettre la corde au cou. Mais il n'avait pu empêcher les instincts sauvages de son complice de se donner libre cours. Le poison avait fait son œuvre. Jonathan laissa donc la signature, fit descendre le trésor jusqu'au sol et prit le même chemin. Tel a été l'enchaînement des événements, pour autant que j'ai pu les déchiffrer. Quant à son allure personnelle, il doit être évidemment d'un certain âge et fort bruni, puisqu'il a purgé sa peine dans un four tel que les Andamans. Sa jambe, je l'ai aisément calculée d'après la longueur de ses enjambées. Et nous savons qu'il portait la barbe. Son système pileux fut la seule chose qui impressionna Tadeusz Sholto quand il le vit à la fenêtre. À part cela... Le complice ? Eh bien, il n'y a pas grand mystère à cela, mais bientôt vous saurez tout. Comme l'air du matin est doux, regardez ce petit nuage, il flotte comme une plume rose détachée de quelques gigantesques flamants. Maintenant, le bord rouge du disque solaire se hisse au-dessus de la couche de nuages qui surplombe Londres. Ce soleil brille pour un bon nombre de gens, mais aucun, je parie, n'accomplit une mission plus étrange que la nôtre. Comme nous nous sentons petits, avec nos ambitions aussi mesquines que nos efforts, en présence des grandes forces élémentaires de la nature. Êtes-vous bien avancé dans votre Jean-Paul ? Assez. Je suis revenu à lui, à travers Carlyle. C'est remonter le ruisseau jusqu'à la source. Il fait une remarque curieuse mais profonde, à savoir que la première preuve de la grandeur de l'homme réside dans la perception de sa propre petitesse. Cela implique, voyez-vous, un pouvoir de comparaison et d'appréciation qui sont, en eux-mêmes, une preuve de noblesse. Richter donne beaucoup à penser. Vous n'avez pas de revolver, n'est-ce pas ? J'ai ma canne. Il est possible que nous ayons besoin de quelque chose de ce genre, si nous parvenons à leur tanière. Je vous abandonnerai, Jonathan. Mais si l'autre devient méchant, je l'abats raide. Tout en parlant, il avait pris son revolver. Il y introduisit 2 balles, puis le remit dans la poche droite de sa veste. Durant ce temps, Toby nous avait guidés le long de routes bordées de villages et menant vers Londres. Mais nous arrivions maintenant dans de véritables rues où dockers et ouvriers se rendaient à leur travail.
Des femmes d'aspect négligé ouvraient leurs volets et balayaient leur marche d'entrée. Des bistrots commençaient déjà à sortir, des hommes à l'allure rude qui s'essuyaient la barbe d'un coup de manche après la lampée matinale. Des chiens minables qui flânaient nous observaient avec étonnement. Mais notre Toby, ne regardant ni à droite ni à gauche, allait de l'avant, le nez au sol, traduisant parfois par un gémissement une nouvelle odeur fraîche. Nous avions traversé Streatham, Brixton, Camberwell, et nous étions maintenant dans Kennington Lane. Nous avions donc été déportés par des rues transversales à l'est de l'Ovale. Les hommes que nous pourchassions semblaient avoir suivi une route en zigzag, probablement avec l'intention d'éviter d'être repérés. Pas une fois, ils n'avaient pris une route importante, si une petite rue parallèle se présentait. Au début de Kennington Lane, ils avaient biaisé vers la gauche, à travers Bond Street et Miles Street. Toby s'arrêta à l'endroit où cette dernière rue tourne dans Knight's Place. Puis il se mit à courir en avant, en arrière, avec une de ses oreilles dressées et l'autre traînante. Exactement l'image de l'indécision canine. Enfin, il se mit à trottiner en rond, levant la tête vers nous de temps en temps, comme pour demander que l'on veuille bien comprendre son embarras. « Qu'est-ce qu'il a ce chien dans une pipe ?» grogna Holmes. « Ils n'ont sûrement pas pris de voiture, et ils ne se sont pas enlevés en ballon tout de même. » « Peut-être se sont-ils arrêtés ici un moment, suggérai-je. « Ah, tout va bien, le voilà qui repart, » dit mon compagnon avec soulagement. Toby était en effet à nouveau sur la piste. Il avait encore fait un autre tour en reniflant, puis s'était décidé tout d'un coup. Il s'élançait à présent avec une énergie et une détermination qu'il n'avait pas encore déployées. L'odeur apparaissait beaucoup plus fraîche qu'auparavant, car il n'avait même pas besoin de renifler le sol. Il tirait frénétiquement sur sa laisse et tentait de courir. Je pus voir au regard brillant de Holmes qu'il pensait arriver à la fin de notre voyage. Notre route nous conduisait maintenant vers Nine Elma. Nous arrivâmes au grand chantier par l'entrée latérale où les scieurs étaient déjà au travail. Tirant sans relâche, Toby courut à travers sciures et copeaux, fonça dans un chemin, fila entre deux piles de bois et, poussant enfin un glapissement de triomphe, il sauta sur un gros tonneau encore posé sur le wagonnet qu'il avait amené. La langue pendante, les yeux clignotants, Toby trônait sur le couvercle, nous regardant l'un après l'autre, visiblement en quête d'une approbation. Les douves et les roues du wagonnet étaient enduites d'un liquide noir, et l'air ambiant était saturé de l'odeur de créosote. Sherlock Holmes et moi, nous nous regardâmes d'un air déconcerté, pour, tout à coup, éclater d'un fou rire irrépressible. Chapitre 8. Les francs-tireurs de Baker Street. « Et maintenant ?» demandai-je. « Toby s'est trompé ?» ?»« Il a fait ce qu'on lui demandait, » dit Holmes en le faisant descendre du tonneau et en le tirant hors du chantier. « Si vous voulez bien réfléchir à la quantité de créosote qui est charriée dans Londres en un jour, il n'y a rien d'étonnant à ce que notre piste ait été coupée. On l'emploie beaucoup maintenant, surtout pour l'après du bois. Le pauvre Toby n'est pas à blâmer. Je suppose qu'il nous faut revenir à la première piste ? Oui. Heureusement, le chemin n'est pas long. Ce qui a désorienté le chien au coin de Knight's Place, c'est évidemment le fait que deux pistes se croisaient et s'éloignaient dans la direction opposée. Nous avons pris la mauvaise, il ne nous reste qu'à suivre l'autre. Cela n'offrit pas de difficulté. Revenu à l'endroit où il avait commis son erreur, Toby effectua un large cercle, puis bondit dans une nouvelle direction. « Il faudra veiller à ce qu'il ne nous mène pas à l'endroit d'où vient le tonneau de créosote, » observai-je. « Oui, j'y ai pensé, mais remarquez qu'il reste sur le trottoir, alors que le tonneau était véhiculé sur la chaussée. Non, Watson, nous sommes sur la bonne piste à présent. » Elle se dirigeait du côté du fleuve, passait à travers Belmont Place et Prince Street.
À la fin de Bond Street, elle descendit tout droit jusqu'au bord de l'eau où se trouvait une petite jetée de bois. Toby nous conduisit jusqu'à son extrémité et se tint là, gémissant face à l'eau sombre. « Nous n'avons pas de chance, » dit Holmes. « Ils ont pris un bateau. » Plusieurs barques et légers esquifs se balançaient sur l'eau au bord de la jetée. Nous guidâmes Toby vers chacun d'entre eux, mais ces reniflements vigoureux ne donnèrent aucun résultat. Non loin du quai rudimentaire se trouvait une petite maison de briques. À la deuxième fenêtre était pendue une pancarte en bois. Mordecai Smith était imprimé en grosses lettres. En dessous, bateau à louer à l'heure ou à la journée. Une deuxième pancarte au-dessus de la porte nous informa que la maison possédait également une chaloupe à vapeur. Je remarquai en effet un gros tas de coke près de la jetée. Holmes inspecta les environs avec un regard désabusé. « Mauvais, mauvais, fit-il. Ces individus sont plus malins que je ne le pensais. Ils semblent avoir couvert leurs traces. J'ai peur qu'ils n'aient obéi à un plan soigneusement concerté d'avance. » Il s'approchait de la maison, lorsque la porte s'ouvrit. Un petit gamin frisé d'environ 6 ans sortit en courant, suivi d'une vigoureuse femme au visage coloré, tenant une grande éponge. « Jack, reviens ici te faire laver !» cria-t-elle. « Reviens ici, petit diable! Si ton père revient à la maison et te trouve dans cet état, il nous en fera entendre de belles. »« Quel beau petit garçon !» s'écria Holmes pour établir des positions stratégiques. « A-t-on idée d'avoir des joues aussi roses ? Dis-moi, Jack, y a-t-il quelque chose que tu aimerais avoir ?» Le marmot réfléchit un moment. « J'aimerais avoir un shilling, » répondit-il. « Rien d'autre que tu aimerais mieux ? » « Je préférerais 2 shillings, » répondit le jeune prodige après un instant de réflexion. « Eh bien, les voilà, attrape. C'est du vif argent que vous avez là, Madame Smith. Dieu vous protège, monsieur. Il est même plus que cela. Il me donne bien du mal parfois, surtout quand mon homme s'en va pendant plusieurs jours. »« Il est donc parti, » dit Holmes d'une voix déçue. « J'en suis désolé, car je voulais lui parler. »« Il est parti depuis hier matin, mon bon monsieur, et pour dire vrai, je commence à m'inquiéter. Mais si c'est au sujet d'un bateau, monsieur, peut-être pourrais-je vous aider ? Je voudrais louer sa chaloupe à vapeur. »« Ah, mon pauvre monsieur, c'est justement dans la chaloupe qu'elle est partie. C'est bien ce qui m'étonne, car elle a tout juste assez de charbon pour aller à Woolwich et revenir. S'il était parti dans la péniche, je n'y penserais même pas. Son travail l'entraîne souvent jusqu'à Gravesend, et quand il y a de quoi faire là-bas, il lui arrive de rester. Mais à quoi peut servir une chaloupe à vapeur sans charbon ? Il a pu en acheter à l'un des quais, en descendant le fleuve. Peut-être bien, monsieur, mais ce n'est pas son habitude. Combien de fois l'ai-je entendu pester contre les prix qu'il demande pour quelques sacs ? D'ailleurs, je n'aime pas cet homme à la jambe de bois, avec son parler étranger. Il a une sale tête. Pourquoi vient-il toujours rôder par ici ? Un homme à la jambe de bois ? Demanda Holmes d'une voix innocemment étonnée. Oui, monsieur, un type au visage tout brun qui en ressemble à un singe. Il est venu plus d'une fois voir mon homme. C'est lui qui l'a réveillé l'avant-dernière nuit. Ce qu'il y a de plus fort, c'est que mon homme savait qu'il viendrait, car il avait chargé la chaudière de la chaloupe. Je vous parlerai sans détour, monsieur. Je me fais du souci. Mais enfin, ma chère Madame Smith, vous vous effrayez sans raison, dit Holmes en haussant les épaules. D'abord, comment vous est-il possible de dire que c'est bien l'homme à la jambe de bois qui est venu la nuit ? Je ne comprends pas comment vous pouvez être aussi affirmative. C'est sa voix, monsieur. Je connais sa voix. Elle est comme qui dirait rauque et voilée. Il a frappé à la fenêtre, ce devait être vers les 3 heures du matin. « Debout là-dedans !» qu'il a dit. « Il est temps d'aller relever la garde. » Mon homme a réveillé Jim, c'est le fils aîné, et les voilà partis, sans même me dire un mot.
J'ai entendu le pilon de bois résonner sur les pierres. Et cet homme à la jambe de bois, il était seul? Je ne pourrais dire pour sûr, monsieur. Je n'ai entendu personne d'autre. Je regrette beaucoup, Madame Smith. Je voulais une chaloupe à la vapeur. Et j'ai entendu dire beaucoup de bien de la... Voyons, comment s'appelle-t-elle déjà? L'Aurore, monsieur. Ah! N'est-ce pas cette vieille chaloupe verte, bordée d'une ligne jaune et très large d'assiettes? Non, pas du tout. C'est l'un des bateaux les plus allongés qu'il y ait sur le fleuve. Et elle vient d'être repeinte à neuf, tout en noir, avec 2 bandes rouges. Merci. J'espère que vous aurez bientôt des nouvelles de monsieur Smith. Je vais descendre le fleuve, et si je vois l'Aurore, je dirai au patron que vous êtes inquiète. Une cheminée noire, disiez-vous? Non, monsieur. Noire, avec une bande blanche. Ah, bien entendu. Ce sont les côtés qui sont noirs. Au revoir, Madame Smith. Voici un batelier et sa barque, Watson. Demandons à traverser le fleuve. L'important, avec les gens de cette espèce, continua Holmes, comme nous prenions place près du gouvernail de l'embarcation, c'est de ne jamais leur donner l'occasion de supposer que ce qu'ils vous racontent présente pour vous de l'importance. Autrement, ils se ferment instantanément, comme une huître. Mais si, par contre, vous feignez de les écouter, pour ainsi dire, contre votre gré, vous avez des chances d'apprendre ce que vous désirez savoir. En tout cas, nous savons ce qu'il nous reste à faire, dis-je. Et quel serait votre plan? Louer une chaloupe et descendre la rivière sur les traces de l'Aurore. Mais, mon ami, ce serait une tâche colossale. L'embarcation a pu accoster à n'importe quelle jetée des 2 rives entre ici et Greenwich. Passé le pont, les points d'accostage forment un labyrinthe de plusieurs kilomètres. Il vous faudrait je ne sais combien de jours pour tout explorer seul. Faisons appel à la police alors. Non, je me mettrai sans doute en rapport avec Athelney Jones, mais au dernier moment seulement. Ce n'est pas un méchant homme, et je ne voudrais rien faire qui puisse lui nuire professionnellement. Mais travailler seul m'amuse beaucoup plus, surtout maintenant que nous sommes si avancés. Peut-être pourrions-nous alors mettre une annonce demandant des renseignements aux gardiens des quais? De mal en pis! Nos hommes sauraient alors que nous les talonnons, et ils quitteraient immédiatement le pays. Certes, ils partiront de toute façon, mais tant qu'ils se sentiront en parfaite sécurité, ils ne se presseront pas. L'énergie déployée par Jones, le détective, nous sera utile à ce sujet. Les quotidiens vont certainement présenter son point de vue, et nos fuyards croiront que la police est sur une fausse piste. Qu'allons-nous faire alors? Demandai-je, comme nous touchions terre près de la prison de Millbank. Nous allons prendre ce fiacre, rentrer à la maison, nous faire servir un petit déjeuner et nous coucher 1 heure. Il est fort probable que nous soyons sur pied toute la nuit prochaine. Arrêtez-vous au premier bureau de poste sur votre chemin, conducteur. Toby peut encore nous être utile? Nous allons le garder. La voiture s'arrêta devant la poste de Great Peter Street et Holmes descendit envoyer un télégramme. « À qui croyez-vous que j'ai télégraphié ?» me demanda-t-il à son retour. « Je n'en ai pas la moindre idée. » Vous souvenez-vous de la police spéciale de Baker Street? J'avais fait un appel à eux dans l'affaire Jefferson Hope. Oui? Eh bien, c'est exactement le problème type où leur aide peut nous être très précieuse, s'ils échouent, j'ai d'autres moyens. Mais je vais d'abord essayer celui-là. Mon télégramme s'adressait à notre petit lieutenant, le dénommé Wiggins. Je pense que lui et sa bande viendront nous rendre visite avant que nous ayons terminé notre petit déjeuner. Il devait être entre 8 et 9 heures maintenant, et les événements de la nuit commençaient à peser lourd. J'étais courbatue et là. Mon esprit s'embrouillait. Je n'avais pas pour me soutenir l'enthousiasme professionnel de mon compagnon. Et il m'était impossible d'ailleurs de considérer abstraitement l'affaire comme un simple problème intellectuel. En ce qui concernait Bartholomew, j'avais entendu dire peu de bien sur lui, et ses meurtriers ne m'inspiraient pas une trop violente aversion.
Mais pour le trésor, c'était une autre histoire. Il appartenait de droit, en tout ou en partie, à mademoiselle Morstan. Tant qu'il resterait une chance de le retrouver, je serais prêt à y consacrer ma vie. Pourtant, notre réussite placerait probablement la jeune fille hors de ma portée pour toujours. Mais mon amour aurait été bien égoïste et mesquin s'il s'était laissé influencer par une telle pensée. Holmes pouvait travailler à la capture des criminels. J'avais, quant à moi, une raison 10 fois plus forte de recouvrer le trésor. Un bain à Baker Street, suivi d'un complet changement de linge, me rafraîchit magnifiquement. Lorsque je descendis de ma chambre, je trouvai le petit déjeuner servi et Holmes en train de verser le café. « On parle du meurtre, dit-il, en désignant un journal ouvert. Un journaliste doué d'ubiquité et l'énergique Jones ont arrangé l'affaire entre eux. Mais vous devez en avoir assez de cette histoire. Mangez d'abord vos œufs au jambon. » Je m'emparai du journal et lus le court article qui s'intitulait « Une mystérieuse affaire à Upper Norwood ». Hier soir, vers minuit, était-il écrit dans le Standard, Monsieur Bartholomew Sholto de Pondicherry Lodge, Upper Norwood, a été trouvé mort dans sa chambre. Les circonstances démontraient un acte criminel. Pour autant que nous le sachions, aucune trace de violence ne fut relevée sur la victime. Mais une précieuse collection héritée de son père avait disparu. Le crime fut découvert par M. Sherlock Holmes et le docteur Watson, qui s'était rendu dans la maison en compagnie de M. Thaddeus Sholto, frère du décédé. Une chance singulière a voulu que M. Athelney Jones, le détective bien connu de Scotland Yard, se trouvât justement au commissariat de police de Norwood. Il fut ainsi sur les lieux moins d'une demi-heure après que l'alerte eût été donnée. Son expérience et son talent se tournèrent aussitôt vers la recherche des criminels. L'heureuse conséquence en fut l'arrestation du frère de la victime, Thaddeus Sholto, de la femme de charge, Madame Burstone, du maître d'hôtel hindou, un dénommé Lal Rao, et du portier McMurdo. Il est en effet certain que le ou les voleurs connaissaient bien la maison. Les connaissances techniques réputées de M. Jones s'alliant à ses dons non moins célèbres d'observation, lui ont permis de prouver irréfutablement que les bandits n'avaient pu pénétrer ni par la porte, ni par la fenêtre. Grimpant sur le toit du bâtiment, ils se sont introduits par une tabatière dans une pièce s'ouvrant sur la chambre où fut trouvé le corps. L'hypothèse d'un simple cambriolage par des étrangers se trouve ainsi définitivement écartée. L'action prompte et énergique des représentants de la loi montre qu'en de telles circonstances, il y a grand avantage à ce que l'enquête soit menée par un seul esprit, vigoureux et maître de ses moyens. Nous ne pouvons nous empêcher de penser qu'un tel résultat offre un argument de poids à ceux qui désireraient voir une décentralisation de nos forces de détectives. Ceux-ci se trouveraient alors en contact plus étroit et plus effectif avec les affaires sur lesquelles ils doivent enquêter. « N'est-ce pas superbe ?» dit Holmes, en souriant au-dessus de sa tasse de café. « Qu'en pensez-vous » ? « Je pense que nous avons nous-mêmes frôlé l'arrestation. C'est mon avis. Je n'oserais répondre de notre liberté s'il est repris tout à coup par une autre crise d'énergie. » À cet instant précis, un coup de sonnette prolongé résonna dans toute la maison. Nous entendîmes Madame Hudson, notre logeuse, pousser des lamentations et de véhémentes imprécations. « Bonté divine !» m'écriai-je, en me soulevant de mon siège. « Je crois, Holmes, qu'ils viennent vraiment nous arrêter. » « Non, ce n'est pas aussi terrible que cela. Je reconnais ma police auxiliaire, les francs-tireurs de Baker Street. » De fait, des cris aigus et une galopade de pieds nus retentirent dans l'escalier, et une douzaine de petits voyous, sales et déguenillés, firent irruption dans la pièce. Je reconnais que malgré l'invasion bruyante, ils firent preuve de discipline. Ils se mirent immédiatement en rang, et leurs frimousses éveillées nous firent face. Après quoi, l'un d'entre eux s'avança avec une supériorité nonchalante, fort drôle chez ce jeune garçon aussi peu engageant qu'un épouvantail. «
Bien reçu votre message, monsieur, dit-il. Je vous les amène au complet. Cela fait 3 shillings et 6 pence de frais de transport. Les voilà, dit Holmes en sortant de la monnaie. À l'avenir, ils vous feront leur rapport et vous me les transmettrez. Il ne faut plus que la maison soit envahie. Cependant, j'aime autant que vous entendiez tous mes instructions. Je veux découvrir où se trouve une chaloupe à vapeur s'appelant l'Aurore. Le nom du patron est Mordecai Smith. Le bateau a dû descendre le fleuve et s'arrêter quelque part. Il est noir, bordé de 2 lignes rouges. Sa cheminée noire également a une bande blanche. Il faut que l'un de vous se poste à l'embarcadère de Mordecai Smith en face de Millbank pour voir si le bateau revient. Les autres doivent se partager les 2 rives et chacun explorer soigneusement sa portion. Prévenez-moi dès que vous aurez des nouvelles. Est-ce que tout est compris ? Oui, mon colonel, dit Wiggins. Ce sera le même tarif que d'habitude, plus 1 guinée à celui qui trouvera le bateau. Voici 1 jour d'avance. Et maintenant, au travail. Il remit 1 shilling à chacun, puis les gamins dévalèrent l'escalier. Un instant plus tard, je les aperçus, filant dans la rue. Si la chaloupe est au-dessus de l'eau, ils la trouveront, dit Holmes en se levant de table. Il alluma sa pipe. Ils peuvent aller partout, tout voir et tout entendre. Je compte qu'ils la découvriront avant ce soir. En attendant, nous ne pouvons rien faire. Il faut, pour reprendre la piste, retrouver l'Aurore ou M. Mordecai Smith. Je suis sûre que Toby va se régaler de nos restes. Allez-vous vous coucher, Holmes ? Non, je ne suis pas fatiguée. J'ai une curieuse constitution. Je ne me souviens pas d'avoir jamais été fatiguée par le travail. En revanche, l'oisiveté m'épuise complètement. Je m'en vais fumer et réfléchir à cette étrange affaire que nous amena une cliente charmante. Si jamais tâche fut facile, la nôtre doit l'être. Les hommes à la jambe de bois ne sont pas légion. Quant à l'autre, je pense qu'il est absolument unique en son genre. Encore cet autre homme ? Je ne tiens pas spécialement à jouer au mystérieux, Watson. Cependant, vous devez bien vous être fait votre petite opinion, non ? Considérez les données. Des petits pieds nus, dont les doigts ne furent jamais compressés par des chaussures. Une massue en pierre, une grande agilité, des fléchettes empoisonnées. Un sauvage ? M'exclamai-je. Peut-être l'un de ces hindous avec lesquels Jonathan Small était associé ? C'est fort douteux, dit-il. J'ai envisagé cette explication quand j'ai vu les armes étranges. Mais les empreintes singulières des pieds m'ont fait reconsidérer la question. Certains habitants des Indes sont en effet petits, mais aucun n'aurait pu laisser de telles marques. L'hindou a des pieds longs et minces, le mahométan n'a que le pouce nettement séparé des autres doigts, car il porte des sandales avec une lanière qui passe entre le pouce et les orteils. De plus, ces fléchettes ne peuvent se lancer que d'une seule manière, avec une sarbacane. D'où, alors, peut venir notre sauvage ? De l'Amérique du Sud ? Hasardai-je. Il leva les bras vers l'étagère et en tira un gros volume. Voici le premier tome d'une encyclopédie en cours de publication. On peut la considérer comme la plus moderne. Qu'est-ce que je lis ? Les îles Andaman sont situées à 570 km au nord de Sumatra, dans la baie du Bengale. Qu'est-ce que tout ceci ? Voyons. Climat humide, récifs de corail, requins, port Blair, pénitencier, l'île Rutland, plantation de cotonniers. Ah, nous y voici. Les indigènes des îles Andaman pourraient prétendre au titre de la race la plus petite sur la Terre, bien que certains anthropologues la réservent aux Bushmen d'Afrique, aux Diggers d'Amérique et aux habitants de la Terre de Feu. Leur taille moyenne ne dépasse pas 1,30 m, mais de nombreux adultes normalement constitués sont beaucoup plus petits. Cette race est farouche et intraitable. Cependant, lorsqu'on parvient à gagner l'amitié de l'un d'eux, il est capable du plus grand dévouement. Souvenez-vous de cela, Watson. Maintenant, écoutez la suite. Ils sont d'une apparence hideuse. La tête est volumineuse et déformée.
Les yeux sont petits, les traits sont déformés, les pieds et les mains d'une petitesse remarquable. Ils sont si farouches et si intraitables que les autorités britanniques ont échoué dans tous leurs efforts pour gagner leur confiance. Ils ont toujours été la terreur des naufragés qu'ils massacrent à l'aide de leurs massues de pierre ou de leurs flèches empoisonnées. Ces tueries se terminent invariablement par un festin cannibale. Voilà un peuple amical et paisible, Watson. Si notre sauvage avait été laissé libre d'agir à sa guise, cette affaire aurait pu prendre une tournure encore plus macabre. J'imagine pourtant que même à présent, Jonathan Small paierait cher pour ne l'avoir pas utilisé. Mais comment s'est-il procuré un pareil complice ? Ah, je ne saurais vous en dire davantage. Cependant, nous avons déjà déterminé que Small avait séjourné aux Andamans. Il n'y a donc rien de très étonnant à ce qu'il ait pour compagnon un indigène. Nous apprendrons tout cela en temps voulu, je n'en doute pas. Allons, étendez-vous là sur le canapé et voyons si je puis vous endormir. Il prit son violon et il commença de jouer tandis que je m'allongeais. C'était un air rêveur et mélodieux, de sa propre composition certainement, car il savait improviser avec beaucoup de talent. Je me souviens vaguement de ses bras maigres, de son visage attentif et du va-et-vient de l'archer. Puis il me sembla que je m'éloignais paisiblement, flottant sur une douce mer de sons, pour ensuite atteindre le royaume des rêves où le joli visage de Mary Morstan se penchait vers moi. Bonjour et bienvenue dans ce troisième vlog lecture sur Sherlock Holmes. Donc j'ai un petit peu menti, en fait je vais décaler. C'est que au lieu de lire désormais les chapitres 3 par 3, comme c'est quand même assez long, je vais lire les 6 derniers 2 par 2, ce qui fait qu'on repousse d'une semaine, plus la semaine de retard dont je m'excuse, mais bon, j'étais pas non plus débordée, mais disons que d'habitude j'enregistre les vidéos le soir, donc je me fais 2-3 soirées d'enregistrement dans la semaine et je monte dans la journée de manière générale, et sauf que là j'ai eu des conférences dans le cadre d'une petite formation toute la semaine du lundi au vendredi, ça tombait tout pile en fait sur un peu mes créneaux d'enregistrement, ce qui faisait que j'avais un peu la flemme de m'y coller à 22h et que je me suis payé aussi encore une jolie migraine. Je pense qu'il faut que je change mes lunettes. Bref, on s'en fout. On a donc lu juste le chapitre 7 et 8, pardon. Et qu'est-ce qu'on a appris? Donc il y avait l'épisode du tonneau. On a vraiment Watson qui est très amoureux et je trouve ça très mignon. Je trouve ça très mignon et je trouve ça à la fois un petit peu triste parce qu'il est en train de se dire oh, c'est potentiellement une héritière qui va devenir une grande fortune d'Angleterre. En gros, j'ai pas d'espoir à avoir, elle va pas s'intéresser à moi, etc. Je trouve ça assez mignon parce que je pense que c'est assez un reflet de l'époque, donc du 19e, où il n'y a pas vraiment de... Enfin, les classes sociales sont bien séparées. Je pense que c'est... Je sais pas si c'est autant le cas aujourd'hui, je me rends pas trop compte. Mais bref, je trouve ça assez touchant. Et je trouve que c'est des thématiques qu'on voit dans d'autres livres contemporains, donc du 19e siècle, voire un petit peu avant. Et d'autres livres de maintenant, mais qui sont... Enfin, d'autres romans historiques, mais qui se passent à cette époque-là. Le côté vraiment... ta classe sociale, tu l'as toute ta vie, en fait. Tu passes pas de... Tu ne montes pas. Tu peux descendre, éventuellement, mais tu ne montes pas forcément. Et bref... Donc, un petit peu comme dans le premier roman, on a quand même
Sherlock s'est pas planté, je pense pas jusqu'à présent, mais le coup de Toby, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Ils ont quand même trouvé la maison de Mordecai Smith et ils ont trouvé... c'est Toby qui les a menés à la maison de Mordecai Smith, dont ils ont dû avoir... je me souviens plus exactement où est-ce qu'ils ont trouvé ce nom-là. Ils avaient trouvé ce nom-là dans la liste du syndicat, il me semble. J'ai un doute. J'ai un doute parce que ça remonte un petit peu et que moi j'ai une mémoire poisson rouge. Mais j'ai l'impression que Sherlock, il est quand même plus ou moins au clair avec qui est très probablement le commanditaire des meurtres, voire le meurtrier, et quelles sont ses motivations. Je pense je pense qu'il touche en fait. Il est vraiment, il touche à la vérité. Sachant que dans le premier livre, qui était consacré à une enquête de Sherlock Holmes, à un moment il s'est planté. C'était drôle. C'était assez marrant d'ailleurs. Enfin, il s'est pas planté, c'est qu'il y avait eu une course-poursuite et à un moment il s'est fait avoir. C'était assez marrant. Mais là, on voit. Alors, je sais plus si c'était dans ce chapitre-là ou dans un précédent ou. Non, c'était le précédent, c'était la semaine d'avant. Où on voyait qu'il connaissait McMurdo, il me semble, le gars qui faisait de la boxe et qui était le gardien, qui refusait de les faire rentrer. Pourquoi ? Parce que Holmes, quand il s'ennuie, il s'est peut-être aussi entraîné dans des combats un peu clandestins à la boxe et peut-être aussi pour gagner un peu d'argent et puis parce qu'il s'ennuyait. Parce que je pense que quand Holmes s'ennuie, c'est pas très bon et que Holmes peut être amené à se mettre en danger ou à expérimenter des choses. Ce qu'on a pu voir au tout début de ce livre. Ce qui est bien, je trouve, parce que on a un personnage qui peut être... il y a un contrebalancement du côté très génial de Holmes avec un côté je me fous quand même en danger, ce qui est quand même un peu con. Et je trouve ça intéressant parce que ça lui apporte de l'épaisseur et de la vulnérabilité. Parce que effectivement, oui, se mettre en danger, c'est être vulnérable. Parce que je pense qu'il a besoin d'un garde-fou que pourrait incarner par exemple Watson. Bref, on a un Watson amoureux qui se pose plein de questions, qui soutient toujours Sherlock, qui est peut-être un petit peu spectateur. Je sais pas s'il va quitter ce rôle un peu de très bon ami en admiration devant Sherlock. J'ai bien aimé la manière dont Sherlock a mené l'interrogatoire avec Madame Smith. Un petit peu prêcher le faux pour savoir le vrai. Et faire semblant d'être obligé d'écouter ce qu'elle a à raconter. Et au final, elle balance plein de choses, quoi. Le côté, sa frustration avec son gamin qui est un petit peu trop agité, mais aussi le fait qu'elle est inquiète de l'absence de son grand-fils et de son mari. Et qu'elle parle de l'autre monsieur qui a une jambe de bois et du sauvage, entre guillemets. Bon, on est dans son jus, c'est un livre qui a 120 ans par là, je me souviens plus exactement, mais on ne peut pas juger avec notre petite fenêtre d'aujourd'hui un livre et des pensées qui sont très anciennes. Enfin bon, ça c'est mon point de vue. Et j'aime bien le tacle qu'il y a eu aussi à Alton Jones, qui est l'autre policier de Scotland Yard, qui a monté un petit peu son truc pour en fait faire rentrer tout, faire correspondre en fait à sa théorie, à ce qu'il pense de l'affaire, des éléments de l'affaire. C'est pas les éléments qui vont amener à une théorie, c'est j'ai une théorie, j'ai certains éléments, on va faire coordonner tout ça. Donc ma théorie c'est que c'est le frère qui a
qui a tué. Et donc dans la pratique, c'est que tout le monde est complice et la preuve, voilà, je suis pas très claire, mais on est vraiment sur une opposée de déduction au final. C'est quasiment du maquillage parce que je sais pas pourquoi dire que c'est un meurtre dans ces cas-là. Bartholoméo Sholto, il était penché, il avait un visage grimaçant, on aurait pu dire que c'était une attaque. Il manquait un coffre, c'est les domestiques qui l'ont volé. Il est peut-être mort tout simplement de maladie, cet homme-là, et il a été volé ensuite par ses domestiques. On peut en fait faire dire tout et n'importe quoi à un ensemble de preuves. Et surtout si on a une espèce de conviction, et puis comme Jones, une certaine envie de finir vite. Donc c'est pas un bon flic, lui. Mais je pense qu'il va avoir un petit retour de manivelle de la part de Holmes. Alors j'aime beaucoup les gosses là de Baker Street, les petits gamins. Je pense qu'on voit vraiment qu'ils ont l'habitude de travailler avec Holmes, ce qui est réciproque. Et quelque part, moi, même si ça m'avait un peu choqué, ça m'avait choqué un petit peu que ces gosses de rue soient entre guillemets exploités par Holmes, mais quelque part il fait aussi une bonne action en leur filant un travail, parce que du coup ils vont peut-être pas glander ou essayer de voler ou autre chose ce jour-là. Ils gagnent un peu d'argent, donc ils peuvent manger, ils peuvent se mettre à l'abri, etc. Autre temps, autre mœurs. Et on refinit sur Watson qui soupire avec Madame Morstan, Mademoiselle Morstan, Mary. Je sais plus du tout si c'est avec elle qu'il finit, il finit avec quelqu'un, Watson, mais je m'en souviens plus du tout. Si les adaptations, séries télé ou films que j'ai vus étaient si fidèles. Je m'en souviens plus, on verra. Pour ceux qui notent, on est à 54% du livre. On est à la page 70 sur 128, mais il y a les droits derrière, donc on va dire 70 sur 125 à la louche. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un très bon dimanche. Prenez soin de vous, restez bien au chaud. Je suis en train de choper la crève, moi. J'ai été faire mes courses et je suis mouillée. C'est pas mal, hein. À bientôt 42 ans, je ne sais toujours pas qu'il faut pas faire ça. Mais voilà. À tout bientôt, passez un très bon dimanche et lisez tout plein, rêvez tout grand. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez des théories sur la suite ou ce que vous pensez des 2 chapitres qu'on a lus ensemble. Donc à la louche, les 2 fois suivantes, ça va être à peu près la même parce que on va être sur du 21 pages pour la prochaine fois et du 34 à peu près, 34 pages la fois suivante. Je calcule à la louche. À bientôt. Salut!